par souligner la beauté de ce film à certains égards. C'est la première chose moi, qui m'a profondément marquée. Donc je l'avais vu moi sur petit écran d'ordinateur parce que je voulais préparer cette rencontre un peu et donc ne pas pouvoir commencer à réfléchir et laisser un peu cogiter. Donc je l'ai regardé, je crois que c'est lundi passé. Et puis maintenant de voir, il y a quelque chose qui m'avait évidemment complètement échappé sur le petit écran de l'ordinateur, c'est la présence extraordinaire de chacun, mais il n'y en a aucun, je veux dire, et ils le sont à leur manière chacun, certains même allez, ces jeunes hommes qui commencent par menacer la caméra, la mettre au défi, etc. C'est des moments extraordinaires, donc bravo aux deux réalisateurs d'avoir, parce que ça peut sauter aussi, enfin, je veux dire, ça se garde au montage, ça se filme, ça demande aussi des talents de caméraman, des talents de prendre des images, etc. C'est ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ça va permettre à Géraldine d'entrer là-dedans, toujours sur l'aspect formel du film. La première fois que je l'ai vu, j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose un peu dommage au niveau du rythme. Je trouvais que le rythme, par moments, s'essoufflait. Et donc, je leur ai dit, puisque voilà, je disais, c'est dommage, parce que par exemple, les moments d'humour qui sont au début, ça, c'est des choix, évidemment, mais moi, je les aurais vus plutôt scander de temps en temps pour relancer le rythme, pour refaire battre un petit peu, parce que j'avais l'impression d'un essoufflement, sauf à la fin. Et puis Géraldine, c'est pour ça que je vais lui passer la parole directement, m'a expliqué les raisons pour lesquelles, en fait, ce rythme était celui-là, et pourquoi on a commencé par de l'humour. En fait, l'humour c'était pas commencer par de l'humour, c'est commencer par un sujet. Donc, je te laisse la parole. Bon, alors, tout le travail de montage, là, les monteurs sont pas là, mais c'est Federico qui a beaucoup travaillé. Moi, je venais aux étapes de travail, mais je n'ai pas fait le montage qui a été très, très difficile. Donc, c'est 80 heures de rush à monter, avec des qualités différentes, parfois inégales. Et en fait, le scénario de départ, enfin scénario, c'est pas beaucoup dire, mais c'est qu'on est parti de discussions. Donc en amont, moi je préparais les discussions avec les animateurs et les profs sur des grandes thématiques. Après, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais c'était un espèce de pré-montage qu'on a anticipé, puisqu'on doit faire rencontrer des groupes qui ne se rencontreront jamais, par définition. Donc le seul lien qu'on peut tisser, c'est des thématiques plus ou moins communes et une évolution commune. Et donc, on est parti c'est un postulat, discutable, enfin, on est parti de celui-là, du vécu le plus intime, le plus personnel, pour monter crescendo vers la question politique et sociétale. Donc, il y a vraiment une évolution de séance en séance, voilà, du plus intime au plus politique, quelque chose de cet ordre-là. Et ça, on l'a gardé. Donc ça, on est parti de là et on l'a gardé pour garder ce fil conducteur-là et que les groupes puissent se rencontrer au moins thématiquement, si ce n'est pas physiquement, puisque ça n'a jamais eu lieu finalement, la rencontre. Malheureusement, on n'a pas su. Voilà, donc on doit les faire dialoguer aussi de manière artificielle à travers le montage et il nous fallait au moins ça. Et alors ça permettait, en avançant progressivement vers le politique, qu'on déborde la question du Covid, c'est-à-dire que le Covid devenait une sorte, alors pas un prétexte, parce qu'il s'est passé des vraies choses pendant ce Covid, évidemment, mais ça permettait aux jeunes et aux enfants de s'exprimer sur leur vision de la société. Alors, tu dis pas un prétexte, en fait, je pense qu'il y a un terme qui correspondrait bien à ce que vous avez fait, et là aussi, c'est un des beaux aspects du film, et aussi un des beaux aspects de ces enfants, parce qu'ils ont une réflexion extrêmement intéressante, sérieuse sur cette question. C'est ce que j'appellerais un effet loupe. Et ce qu'on appelle l'effet loupe, moi j'avais lu ça chez une personne qui avait décidé de changer de sexe et qui disait que son vécu dans la nouvelle identité de genre, mettait en effet loupe sur tous les codes qui régissent notre façon d'être sexué. Donc par exemple de passer de homme à femme ou de femme à homme, le très dur apprentissage de gestes qui sont auxquels on ne pense même pas, qu'on ne réalise pas qu'on effectue. Il y a un effet loupe, par exemple, sur toutes les règles dont on ne se rend pas compte qu'implicitement on a accepté et qui sont des règles de pouvoir sur les corps, en fait. Et moi, j'ai pensé qu'en fait, ce qui se passait avec le Covid et que vous mettiez vraiment bien en exergue, en scène, et en ouvrant, parce que je ne parle pas jamais de libérer la parole, moi, parce que c'est un terme qui me rend tout à fait folle quand on dit on va libérer la parole,
mais je vais dire, ou en ouvrant la question de la manière dont elle a été ouverte, il y a un effet loupe, et je vais par exemple reprendre un effet loupe d'abord sur ce qui apparaît à deux moments, quand on aborde évidemment, enfin à plusieurs moments, mais quand on aborde le futur particulièrement, et tout au début du film, où déjà la politique s'immisce, quand il y en a un ou une, je ne sais plus, qui dit on ne profite pas de la vie comme vous avez profité de la vôtre. Et ça, c'est un effet loupe aussi de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire, et qui va être repris plus tard, je pense avec la question du futur, où ils vont dire, mais nos enfants, est-ce qu'on va faire des enfants alors qu'on ne peut pas leur, je paraphrase, qu'on ne peut pas leur promettre qu'ils auront, comme tout parent pourrait le souhaiter, une vie meilleure que la nôtre. Et ça, quand un gamin vous dit un truc pareil, un gamin aussi jeune vous dit un truc pareil, vous dites, tiens, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et si c'est le Covid qui a suscité ça, je vais lire cette espèce de réflexivité sur ce qui leur arrive, sur la question du futur, avec toutes ces... Voilà, avec aussi... J'ai été extrêmement surprise et étonnée, mais je ne connais pas bien, moi, les jeunes et les enfants, donc... Je veux dire, mais je ne me rappelais pas qu'on était comme ça quand on était jeune. Je pense qu'il y a quelque chose qui change. Quand ils disent, par exemple, ce sont les enfants qui vont payer les conséquences, et donc nous devons prendre nos responsabilités. Cette petite fille qui le dit avec une espèce de sérieux, de gravité, ce sont nous et puis nos enfants qui vont payer les conséquences, et donc nous allons devoir agir comme vous n'avez pas pu le faire. En fait, c'est ça qu'elle dit implicitement. Nous devons agir comme vous n'avez pas pu le faire, c'est-à-dire que nous allons devoir faire gaffe pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans un monde habitable. Et je crois que c'est vraiment ça qu'elle est en train de dire. Et ça, et puis on voit à quel point leur vision de l'avenir est extrêmement sombre. Je me rappelais à ce niveau-là que Isabelle Stengers faisait remarquer dernièrement dans un entretien non encore publié, mais qu'il le sera bientôt, je crois que c'est avec Émilie H., qu'elle avait fait quelque chose quand elle est arrivée comme présidente de la Ligue des droits de l'homme. On lui avait demandé, mais c'est quoi pour vous un droit qui vous paraît fondamental? Et elle avait dit, c'est le droit à l'avenir. Et ça, je veux dire, il n'est pas repris. Bon, ça c'est le premier point. Alors, Juste un mot, oui, parce que je suis vraiment contente que tu soulignes cet effet loupe. C'était évidemment le moteur du film. Et que tu soulèves le sérieux des enfants. Une capacité de pensée qui est sombre, mais une capacité de pensée tout court et sombre, voilà, c'est ce monde-là dans lequel ils sont plongés. Et je suis contente que tu les prennes au sérieux, parce que j'ai eu une fois un retour qui m'a blessée, d'abord parce que c'est de ne pas me faire confiance, mais qui m'a interpellée sur la vision que certains adultes peuvent avoir des enfants. C'était de me dire, mais enfin, vous êtes allé reprendre les moments les pires qu'on puisse imaginer, hein, et en fait, au final, la conversation finit par, mais tu leur fais dire des trucs pareils, c'est pas possible autrement. Bon, là, ça m'a achevée, évidemment. Mais moi, je ne serais pas achevée pour ça, parce que, et quand bien même. Oui, mais non, mais là, non. Et quand bien même, je veux dire, amener les gens à penser plus loin que ce qu'ils font d'habitude. Mais c'était insupportable pour cette dame. Oui, que ce soit insupportable. Voilà, et en plus, socialement, je pense que c'était pas possible pour elle de voir d'autres réalités que ses petits-enfants, en l'occurrence, qui étaient très bien logés, qui avaient vécu très bien tout ça. Et alors pourquoi est-ce que c'est extrêmement choquant? Parce que c'est de considérer que les enfants ne peuvent pas penser de manière sérieuse le monde dans lequel ils sont. Et je veux dire, il n'y a quand même pas de quoi rigoler des masses, même si on essaye. Et le travail de montage a été difficile aussi pour donner des moments d'oxygène et d'humour. Parce qu'il y a des choses pires. Où à un moment, on se dit, on s'arrête, c'est insupportable, on ne va même plus nous croire, quoi. Enfin, et donc, en fait, les moments d'oxygène et de rire, il y en a, ok, mais on n'en avait vraiment pas des masses. Mais quand ils sont là, ils sont beaux, hein. Ah oui. Enfin, je veux dire, et ça se glisse par tous les trous. Oui, ils mettent de l'humour et ils le glissent par tous les trous. Ils sont vraiment invraisemblables parce que je crois que c'est aussi dans leur capacité de résistance. Je veux dire, par exemple, les mouvements de sourcils, etc. Alors, il y a une critique que je t'ai faite, enfin pas à toi, que j'ai faite à une des professeurs. C'est parce que moi, ça me touche très, très fort comme enseignante, et même si j'ai pas été beaucoup enseignante, mais il y a quand même quelque chose. Et alors c'est pas de moi en plus, c'est Bénédicte Zitouni qui dans le livre qu'on avait fait avec toujours Isabelle Stengers, m'avait fait prendre conscience, parce que je pense que de moi-même, elle disait ne plus supporter que les profs, elle comme prof, les profs de sociaux, posent aux étudiants des questions dont elle connaît la réponse et dont elle sait qu'ils ne la connaissent pas nécessairement, et qui est de toujours les mettre dans des positions d'infantilisation.
du style, on va vérifier ce qu'ils savent. Alors que quand même, je vais leur donner un cours, c'est peut-être justement poser des questions dont personne ne connaît les réponses et puis on cherche ensemble. Et donc il y a eu un moment dans le film quand l'institutrice a demandé est-ce que ce sont des règles ou des lois. Moi, j'étais là, mais vraiment énervée. Je suis un peu vite irritable, je reconnais. Et j'étais très énervée parce que je me disais, dans le dispositif, bon, que les instituts fassent ça, etc., peut-être que c'est leur métier. Je ne vais pas comme philosophe aller dire aux gens, c'est pas comme ça qu'on vous faites votre métier. Je dis simplement, moi, ça me choque. Je trouverais tellement plus inventive des pratiques pédagogiques où on cherche des questions qui n'ont pas nécessairement de réponse, ou dont les réponses demandent beaucoup de complications, mais en tout cas, le prof ne les a pas à l'avance sur les étudiants, il vient juste vérifier l'état de leur connaissance, qu'il les met toujours dans des positions d'asymétrie. Mais c'est ce que Aurélie. Mais même ça, qu'elle ne le sache pas elle-même, elle pose une question de type comme si elle savait. Parce que c'est la question en fait, moi c'est la rhétorique qui est en jeu. Et donc si on pose une question, même si on ne sait pas vraiment très bien soi-même, comme si on savait, on met quand même l'élève dans la position de non-savoir ou de demi-savoir par rapport à quelqu'un qui sait bien. Moi ça me gêne terriblement. Alors ça peut peut-être se faire en enseignement normal et tout, et je ne vais pas aller dire au prof voilà comment on fait. Par contre dans ce dispositif-là, qui est un dispositif un dispositif pour fabriquer de la pensée avec les enfants, pour fabriquer des manières de vivre, de penser, de bouger dans la pensée. Faire ce coup-là, je me dis, mais ça, c'est désastreux. C'est simplement ça. Alors, je suis d'accord, évidemment, et je me le dis à moi-même, hein, parce que je peux faire la blague de savoir et de poser la question. Donc, je suis tout à fait d'accord. Ici, en l'occurrence, c'est une mauvaise blague que le montage fait à Nicole. Parce qu'au montage, en fait, les enfants amènent ils sentent une distinction entre des lois fabriquées par un Parlement et des mesures prises en urgence par un gouvernement dans un état d'exception où tout est mis à l'arrêt. Et en fait, là, on lui fait une blague, c'est qu'en réalité, elle sent que cette question arrive, elle la pose, mais on n'a pas toute l'évolution de la discussion. Donc il y a une coupe au montage. C'est les enfants qui amènent cette question-là en réalité, et elle la reformule. Mais là, c'est le montage qui lui fait une blague. Et pour le coup, s'il y a bien une instite que j'ai connue en 12 ans où je travaille avec des instites qui ne fait pas des blagues comme ça et qui a amené les enfants à des discussions extrêmement constructives, c'est Nicole. J'en ai pas beaucoup d'autres. D'ailleurs, le film se fait avec une seule enseignante du primaire. Donc soit j'ai eu des refus, soit des coups dans l'eau, où les enfants n'avaient aucune liberté d'expression et où ça n'a rien donné. Voilà. Donc voilà, je viens à la rescousse de Nicole. Alors une vraie question maintenant, mais dont j'imagine que j'intuitionne la réponse parce que je suis une lectrice du texte de Pasolini. Je suppose que le silence des Lucioles est une allusion à Pasolini. Oui. Voilà, bon, ben je te laisse. Ah non, je ne saurais pas. Pourquoi ? Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Donc c'est ce texte de Pasolini, bien vu. Vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir vu. L'article des Lucioles. Hein. Oui. C'est un... Mais si tu veux que je t'aide, je veux bien, parce que moi, je l'ai beaucoup lu. Ah ben écoute, parle-nous de l'article des Lucioles. Ben, l'article des Lucioles, c'est un article, je crois que c'est dans les années 50 que Pasolini... Un peu plus tard. C'est un peu plus tard, non, oui. Début 70. Ah voilà, bah tu vois. Près de début 70. Fin 60. 50 non. 70, ah ben voilà. oui. Donc c'est un texte que Pasolini, dans une rage épouvantable, va écrire en disant vous n'avez pas vu la disparition des Lucioles. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, qu'est-ce qu'il dit par la disparition des Lucioles ? Il dit le fascisme s'est installé en Italie. Vous croyez que vous en aviez fini avec lui à la fin de la période nazie de 40-45. En fait, il revient sous d'autres atours. Il revient même dans les mouvements ouvriers, etc. Il revient par la télévision. Enfin, le fascisme est en train d'entrer et vous ne vous rendez pas compte qu'il est là tout le temps. Et c'est un peu comme quand les Lucioles ont disparu. On n'a pas vu qu'elles disparaissaient. Et donc il va dire cette société est en train de devenir une espèce de société fascisante, mais dont on ne se rend pas compte qu'elle est fascisante et où les gens eux-mêmes participent du fascisme. Je crois que on est là. Ce qui est intéressant, parce que moi je me suis un peu intéressée au débat avec Didi Huberman qui va dire, et peut-être que le pessimisme de Pasolini, et c'est là-dessus évidemment que je voulais revenir, Didi Huberman va interpeller Pasolini en disant mais il y avait encore des Lucioles. Mais Pasolini ne les a pas vus.
Et ça, je trouve que c'était très joli de la part de Didier Burman de dire, mais peut-être que Pasolini était trop angoissé, trop triste, trop... Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas les voir? Donc, enfin, tu veux peut-être... Attends. Burman, il prend la position de Luciole comme résistance. Oui. Donc il dit, voilà, s'il y a une manière de résister, c'est cette manière-là en reprenant Pasolini. Évidemment, oui, mais il répond à Pasolini en disant... C'est parce que lui, il est dans sa démarche Pasolini de se dire, tiens, la beauté que je voyais dans les années 60-70 et le déclin de la classe populaire, et que la classe populaire a voulu ressembler à la bourgeoisie. C'est ça. Et là, dans l'article de Luciole, il fait référence à la social-démocratie. Et les nouveaux médias et les politiques qui font des grimaces aux médias, voilà, et qui manquent de sens, qui n'ont plus de sens, qui ont l'idée de tout. C'est ça, oui, et la perte aussi de l'identité ouvrière, enfin des formes de subjectivité, des formes de culture, etc. Mais je trouvais que la réponse de Didier Burman était extrêmement intéressante. Elle est là, elle est dans le titre, en fait, et même dans la démarche. C'est-à-dire que tu mets le doigt sur vraiment cette tension qui nous anime et qu'on a voulu répercuter comme on pouvait, peut-être maladroitement dans le sous-titre en tout cas. Le silence des Luciole, on les met en silence, mais elles sont là et nous on va vous les montrer. Et donc, et elles pensent, et elles pensent loin, et elles ne sont pas dupes, elles sont maladroites, mais voilà. Et donc il y a effectivement le refus évidemment de l'extinction. Il n'est pas question que la pensée soit éteinte. Donc la réponse du Burman est importante. Oui. Alors encore deux, trois petites choses et puis je vais laisser la parole à tout le monde. C'est juste parce que ça c'est ma curiosité par rapport au schéma, enfin la manière dont moi parfois je vois les cerveaux des gens et je les vois comme des petites machines où j'entends les petits rouages qui grincent et qui fabriquent des trucs et qui sont toujours surprenants et qui parfois passent par d'autres chemins que ceux attendus ou bien disent des choses et puis on se rend compte en les lisant qu'en fait c'est autre chose qui est dit que ce qu'on a lu. Et il y a un moment pour moi mais qui est exemplaire et c'est très très beau, c'est dans la discussion autour de le gouvernement nous a infantilisés. Alors ça commence comment? On nous a dit qu'il fallait nous se laver les mains. Et puis on se dit, la discussion va aussi là en se disant, tiens, est-ce qu'on va partir du côté de la liberté? Non, c'est pas là qu'ils partent. Et ça c'est preuve d'une très grande maturité. Ils vont dire non mais ils vont dire explicitement, ça va nous infantiliser. Et puis il y en a une, je crois, qui intervient, ou un petit garçon, je sais pas, qui va dire, d'ailleurs, laver la main, c'est la première chose qu'on apprend dans la vie. Et donc moi, d'abord, j'entends, avant de le recopier, parce que c'est quand je copie en général que je me rends compte de qu'il y a autre chose, j'entends, on sait tous faire ça, pourquoi on nous emmerde avec ça? Et en fait, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Si c'est la première chose qu'on nous apprend dans la vie, en nous demandant de le réapprendre, on nous remet dans l'enfance. Et j'avais pas réalisé qu'en fait, ils rebondissaient pour insister, mais avec un exemple fabuleusement empirique qui touche à leur expérience, et que non seulement il étaye, mais qu'il insiste par deux fois, donc en disant, non seulement on sait le faire, donc ne venez pas nous emmerder à l'apprendre, mais en plus, c'est la première chose qu'on a appris, donc c'est une histoire d'enfant, donc vous nous mettez dans la position. Et j'ai trouvé cette intelligence, je veux dire, d'intervenir dans la conversation, mais avec des trucs qui sont finalement presque implicites, mais d'une puissance extraordinaire. J'ai été vraiment, voilà, là j'entendais pas le cerveau, mais je l'ai vu à l'œuvre. C'était assez extraordinaire. Et à ce moment-là, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait souvent des moments comme ça dans ce film. Par exemple, quand le gars qui veut jamais parler, donc on a compris, il fallait ses yeux, il va pas vouloir parler. C'est le dur là. Je dirais, il n'a pas l'air d'un dur comme ça, et puis on se rend compte qu'en fait, on a affaire à quelque chose il va pas être commode. Hein, celui-là. Et quand elle demande qu'est-ce qui vous réjouit, et qu'il la regarde et qu'il dit, elle est bizarre votre question. Et ça j'ai trouvé très joli, parce que ça, s'il y a bien quelque chose, à mon avis, qui témoigne de la résistance la plus courageuse, la plus opiniâtre, c'est de refuser les questions qu'on vous pose. C'est de dire je joue pas votre jeu.
Quitte à... Et votre sous-entendu, je devrais me réjouir de quelque chose. Évidemment, qu'est-ce que tu veux me faire dire Oui, tout à fait. Et il dit plein de choses en même temps. Et on est de nouveau dans des mécaniques où il y a plein de choses qui se disent avec simplement 3 mots. Et puis, des très jolies choses aussi sur la définition de la politique, c'est faire de la tchatch. C'est ramener avec ses bras les autres à soi, mais c'est extraordinaire, ça. Je veux dire, d'avoir déjà saisi que faire de la politique, en effet, c'est convaincre, c'est jouer, c'est de la séduction, c'est de la rhétorique, etc., qui peut faire la très grande beauté de la politique, mais aussi les côtés évidemment les plus contestables. Et puis quand il dit et j'ai pas les bras pour, et qu'elle le corrige en disant t'as pas les épaules, et en fait non, il a pas les bras pour. Il accepte la correction parce que il se dit bon ben laissons tomber, c'est un problème de. Donc je veux dire, c'est quelqu'un qui est habitué à se faire probablement reprendre dans la langue, et donc il laisse tomber. Mais en fait non, il disait bien les bras et c'était très beau comme métaphore. Tu voulais dire quelque chose? Non. Alors. On nous demande notre avis, ça ne va pas changer grand-chose, etc. Ça, c'était assez joli. Alors, aussi un effet loupe sur la situation, c'est qu'ils se rendent compte, en effet, à plusieurs reprises, que les contrôles, d'abord, ils se rendent compte, évidemment, est-ce que c'est le Covid ou bien est-ce que c'était déjà des jeunes gens, que les problèmes, les différences de classe sont exacerbés en période de Covid, et je pense qu'ils se rendent compte aussi peut-être de choses dont ils ne se rendaient pas compte de ces trucs. Oui. Et ça, il y a un moment donné la date de discussion, et j'espère que j'ai pas mal noté parce que il faisait un peu noir pour que je puisse bien noter, donc c'est un peu n'importe quoi. J'ai cru remarquer que la personne racisée, quand on parlait de des conséquences du Covid, etc., elle avait plutôt tendance à parler de termes de plus de contrôle, alors que les autres restaient encore avec une question de liberté assez abstraite. Et je me suis dit, tiens, la différence de discours, c'est les uns vivent le problème des conséquences du Covid sur encouragement à plus de contrôle, ils ont la liberté, enfin ils ont presque l'autorisation de faire de plus de contrôle, alors que les autres restent avec des problématiques de liberté abstraite. Je me suis dit, tiens, mais est-ce que c'est pas là aussi que passe finalement la différence des classes? C'est que nous, on peut se permettre le luxe d'avoir une définition abstraite de la liberté, là où pour d'autres, la définition de la liberté, elle n'est pas abstraite du tout. Elle passe justement par des tas de petits mécanismes de pression quotidienne, de peur de cette pression quotidienne, etc. Et puis la dernière chose que j'ai trouvée magnifique, alors là, je dois dire, j'étais tellement contente d'entendre cette jeune coiffeuse aux cheveux rouges parler de la différence des apprentissages avec une conscience et un sens de la responsabilité en disant mais attendez, mais c'est pas la même chose. Vous, voilà, c'est presque ça. Vous, dans les études générales, vous perdez un petit peu, ça va pas changer grand-chose, vous rattraperez plus tard. Et moi, c'est pratique. Ce qu'on perd, on ne le retrouve pas facilement et je vais sortir de l'école en ne sachant rien faire. Et je me suis dit, c'est quand même assez extraordinaire d'une conscience, une responsabilité du style, je ne peux pas couper les cheveux, je ferai mal mon travail. J'ai trouvé que c'était quand même très beau, finalement, en période quand même de grand pessimisme, que quelqu'un dise, il m'attriste de faire mal mon travail, il m'attriste de ne pas pouvoir le faire. Et puis que je retrouverai finalement chez d'autres jeunes gens quand le petit qui dit oh, j'ai adoré parce qu'on dit ils sont accros aux écrans. Ouais, c'est vrai. Marco Manaco m'en a parlé, Emilia je m'en a parlé, etc. J'ai plein de gens qui m'ont parlé de ça dernièrement. Mais quand il dit de vraies feuilles avec de l'encre et tout, plutôt que sur Internet, je me suis dit finalement là, lui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Comment est-ce qu'on va retrouver des vraies feuilles avec de l'encre et tout? Qu'est-ce qu'il faut? Puisque visiblement, ils sont plus en prise avec les choses, avec ça. Et aussi très conscient de la nécessité, de la grosse difficulté à cet âge-là de devoir se discipliner soi-même. Ils ont appris ça un peu tôt quand même, hein, la nécessité de se discipliner soi-même. Et eux, ils l'ont payé cher. Hein, parce que ce qui est très émouvant, c'est qu'on les capte à un moment... Ils sont 12-13 ans à ce moment-là, via une maison de jeunes. Et en fait, c'est des gamins qui vont être perdus pour les éducateurs, pour tout le monde, qu'on va retrouver dans des parcours de vie d'IPPJ, etc. Et en fait, c'est le dernier moment où ils tiennent. Et nous, on sait la suite. Et c'est dramatique, en fait, parce qu'ils sont en train de nous expliquer ce dont ils ont besoin. Et ils le disent. Alors, il y en a un autre dans le groupe, c'est oui, mais le loyer, comment est-ce qu'on va le payer, etc. Donc, il y a des angoisses hyper claires, et on a besoin de feuilles, et on a besoin, et on a nanana. Et puis, en fait, ces enfants-là seront perdus. Et ça, c'est terrible. Qu'est-ce que tu appelles perdu?
perdu pour la maison de jeunes, déscolarisé, délinquance, IPPJ, etc. Ouais. Violence très grande, etc. Donc ils ont basculé en fait. Par exemple, qui disent aussi des trucs comme si on reste chez nous, on va devenir plus con. Ben, c'est lui. Voilà. Oui. Purée, bon ben voilà. Et aussi la façon dont il relaye les inquiétudes des parents avec quand même, je veux dire, un sens concret, quoi, pour payer le loyer, etc. Donc voilà. Voilà, je vais pas. Et puis, bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire. Ce jeune homme qui. Moi, non, c'était très normal et tout. Oh, il y a un petit moment, j'ai perdu mon père, mais bon, ça, on pourrait. Bon. Et on se dit, qu'est-ce que le Covid a fait aussi au psyché ? Voilà, qu'est-ce que le Covid a fait au psyché pour mettre les gens. Et moi, je ne parlerai pas de processus de deuil ni rien ici, parce que je pense que ce n'est pas de ça dont il est question. C'est vraiment, je vais dire, c'était de s'être fait laminer affectivement par cette période. Et que la mort du père, finalement, n'arrive même pas à saillir comme un événement saillant dans quelque chose qui est de l'ordre, je pense, vraiment du laminage. Mais bon, ça, c'est mon impression à moi, mais parce que je pense qu'il ne faut surtout pas psychologiser, ça, ce serait insulter la manière dont ce jeune homme essaie justement de composer avec quelque chose qui nous dépasse tous et que lui a dû prendre de plein fouet. Mais c'est pourtant ce qu'on ne va pas cesser de faire par la suite. C'est-à-dire Psychologiser, Ah oui, mais c'est l'horreur, hein, ça, oui. On paye vraiment les pots cassés aujourd'hui. Mais je ne pense pas que psychologiser soit une réponse Ah non. ni à la hauteur, ni même intéressante, quoi. Voilà, moi, j'ai dit tout ce que j'ai. Et puis, je participerai volontiers à relayer, etc. Donc, c'est juste un premier jet. Bon, évidemment, j'ai étouffé tout le monde, moi. Bon, ben, je vais en désigner un. Après avoir critiqué les instituteurs, là. Tu sais. On peut prendre le temps. Mais Ah oui ? Ah, ben super. C'était assez dur et triste à ce moment-là. Et aujourd'hui, tout m'a fait rire. C'est très étonnant. C'était enchantant. J'ai trouvé très mignon, j'ai trouvé drôle, tous, même dans ce qu'ils disaient de dur. Peut-être parce que je connaissais les visages, donc j'attendais qu'ils répètent ce que je connaissais déjà. Je voyais plus l'aspect sombre, si tu veux. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu as pu passer ? Parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup ri alors que j'ai pas ri chez moi. Et si je riais, parce que je pense que j'étais aussi entraînée parce qu'on les connaît, peut-être. Ou peut-être parce que c'est la deuxième fois que je les voyais, peut-être que j'appréciais mieux, et peut-être aussi parce que j'étais entraînée par la bonne humeur ici qui régnait. Mais je parle d'une bonne humeur, je veux dire d'un accueil chaleureux et de bonne humeur. Et que peut-être que ce documentaire, il ne faut pas le voir tout seul. Non. Oui. Parce que c'est vrai que chez vous, c'était un peu... Non, c'était au souvenir. Je regarde les gens, du coup. C'était tous les mêmes, d'ailleurs. C'était tous les mêmes. C'est un fan club. Je sais pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est intéressant de se dire que la première impression peut être complètement retournée en autre chose. Moi, je trouve ça, c'est des mécaniques qui m'intéressent aussi dans le cerveau, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'en effet, et que les deux affects en plus sont justes. Qu'on a pu avoir les deux fois le sentiment que les affects sont justes. Ouais. Et parfois, c'est marrant parce qu'il y a un moment qui entraîne. Donc il y a des rires très variables d'une projection à l'autre, mais il y en a un qui fait consensus. Et au début, je ne le supportais pas. Je me dis, on ne peut pas rire. Avec le chien, non, pas non, avec cet enfant qui explique qu'il n'a pas de jardin, en fait. Il n'a pas de jardin et en fait, c'est super finalement. Il retourne le truc. Comme ça, il n'est pas tenté de faire un barbecue. Donc le gamin, il t'explique qu'il vit dans un appart, qu'il n'a aucun accès à l'extérieur. Enfin, c'est tragique cette histoire. Et alors, les gens ont toujours ri. Ici aussi, vous avez ri. Mais non, mais c'est moi, je parle du rire. Moi, je ne tolérerais pas c'était pas possible pour moi qu'on rigole de ce moment-là. C'était intenable. Et je me suis habituée, je me suis dit, mais non, on peut le réceptionner autrement. Enfin, pour dire que les réceptions, Dieu sait si j'ai vu ce film, je veux bien bouger. Je bouge moi-même. On rit pourquoi aussi ? On rit non seulement parce que c'est drôle, cette espèce de truc, c'est presque du Nietzsche, quoi. Ces raisins sont trop verts, c'est ça. Voilà. Mais aussi par toute la mécanique par laquelle il passe, parce qu'on voit qu'il hésite. Et donc, quand il dit, j'ai demandé à mon téléphone si c'était permis, on se dit, mon Dieu, il y a le petit délateur qui est. Je veux dire, et lui-même sait que c'est ça qu'il pourrait jouer. Et donc, en fait, ce qui est génial dans ce qu'il dit, c'est qu'il va prendre des bifurcations
toujours là où on l'attend pas. Vous voyez, vous le suivez pas à pas. Et puis j'ai demandé à mon téléphone. On ne peut pas. Et puis je me suis dit, j'ai bien de la chance finalement de ne pas avoir de jardin, je ne suis pas tentée. Oui, non, mais il joue avec nous là, il sait très bien ce qu'il fait ce gamin, je veux dire, ou à moitié, enfin on n'est pas toujours aussi intentionnel que ça. Et donc il est très drôle. Il est très drôle parce que ce qu'il est en train de fabriquer est plein d'humour et plein de ressources, parce que ce gamin est en train de se dire, je refuse que ce soit tragique. Et donc moi je vais te le reprocher, en voyant ça comme tragique, tu lui fais pas honneur. Je ne sais pas, parce que moi je sais que c'était aussi une tête de turc de la classe. Chaque fois qu'il parlait, on se payait sa tête. Mais il y a de quoi, parce que franchement, il est bizarre. Non, moi je l'adore. Mais évidemment, moi aussi je l'adore. Mais je dis, il est bizarre quand vous avez un gamin qui résonne en mode aussi Mais je compliqué, sais, c'est qui incroyable. crée des surprises rhétoriques comme ça. Il peut pas se faire trop aimer par les autres, ou bien alors il est très très costaud, quoi. Mais pardon ? Ouais, c'est ça, oui. Et donc, pour les autres, il est bizarre. C'est pour ça que je dis il est bizarre, parce qu'en effet, il a un raisonnement extrêmement compliqué. Oui. Il a le raisonnement de beaucoup de gens à l'époque, c'est-à-dire c'est mon téléphone qui m'a dit non. Oui, mais ça, c'est un tout petit détail. Oui, ça. mais je me suis conforté à ce qu'il disait parce qu'en effet, c'était moins tentant, ou en tout cas, je n'étais donc pas tenté, et je ne vais pas ni risquer de descendre, d'être tenté et de me faire taper sur les doigts. Donc je reste cloîtré, et ça a quand même été un discours fort entendu. Mais je pense que s'il est comique, c'est à son insu. Moi, j'ai l'impression qu'il est tragique et il est juste dans sa sécurité. Son comportement, je me suis abstenu d'aller à l'extérieur, mais au moins je n'ai pas été tenté, je n'ai pas découvert ça. Bien sûr que moi aussi j'ai ri, y compris peut-être même à la première vision il y a 1 an. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ici c'est à son corps défendant qu'il est comique. Mais Moi, j'étais plutôt la tentation et la tendance à attribuer aux gens beaucoup plus dans ce qu'ils font. Et donc de ne pas les voir plutôt comme étant en jouant un rôle de victime et de dupe à l'égard d'eux-mêmes, mais au contraire en train de fabriquer des échappatoires, de fabriquer des sorties, de fabriquer... Pour moi, ce jeune garçon, il pense par exemple comme un bon écrivain. C'est-à-dire, je commence une phrase et puis je dérape et je vais tout à fait ailleurs que là où mon lecteur s'attend. Pour moi, c'est ça un bon écrivain. Je commence une phrase, vous la terminez pour moi, mais en fait, je suis déjà ailleurs et c'est pas du tout là où je vous la terminer. Et ça, c'est ce qu'il a fabriqué. Je veux dire, quand tu prends toutes ces paroles, c'est ça qu'il fabrique. Alors peut-être qu'en effet, il est plus innocent et plus candide que ce que je n'imagine, mais moi, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre qu'il va devoir d'ailleurs apprendre à manipuler avec dextérité pour se faire comprendre par les autres ou pour faire sortir cette originalité de sa pensée. Oui, il est quand même très touchant. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein, mais tu sais, il y a beaucoup d'écrivains qui ont été très mal dans le quand ils étaient c'est vrai, il se décale. Moi, il me bouleverse à chaque fois dans son raisonnement. Pas croyable. Oui, mais... C'est pas croyable le montage intellectuel qu'il fait. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne dis pas qu'il a de la chance. Je sais bien que les enfants qui ont des montages intellectuels, etc., on en parle assez. Peu d'écrivains vous disent « j'étais parfaitement heureux et tout le monde m'aimait dans la classe ». Ça n'arrive pas souvent. Voilà, c'est plutôt le contraire. Mais voilà, c'est comme ça. Oui. Et je n'adhère pas du tout au génie malheureux. Hein, c'est pas ça du tout. Je dis simplement qu'il y a des gens qui bricolent de drôles de manière avec la pensée. Ça, c'est sûr. Et que c'est toujours... Il est incroyable. Ouais. Pour moi, c'est sa manière à lui de parler de la conscience de classe, parce que ça, c'est aussi un fil rouge dans le film. Oui. Il y en a d'autres qui l'expriment avec plus de mots, parce qu'ils ont cette capacité-là. Mais parce que pour moi, ce qu'il dit là, c'est comme des gens qui peuvent dire « heureusement que j'ai pas de voiture, parce que sinon je ferais un accident, quoi, en gros. » Bien je polluerais, oui, ou bien je polluerais, oui. Oui, tout à fait. Et ça apparaît plusieurs fois. C'est fort souligné par beaucoup de jeunes dans le film. Il y a des gens qui ont le droit et d'autres pas. Il y en a qui ont les libertés et d'autres pas. Et ça, oui, comme c'est l'effet loupe dont vous parliez, quoi. Voilà, moi je oui. C'est un questionnement par rapport au logiciel.
Pour moi, c'était la première fois que je visionnais le film. J'aimerais bien un lien plus explicite entre la Luciole, le choix du titre et ce que vous avez choisi de montrer dans le film. Donc, entre-temps, c'est vraiment... On a cherché... autour du passé, présent, futur, entre les temps, pendant, alors en jouant sur aussi le double sens de pendant ce temps-là. Donc pendant qu'il y a un bruit médiatique phénoménal, parce qu'il y avait du bruit tout le temps, hein, on était à saturation, on n'en pouvait plus d'entendre parler du Covid, de ceci, de cela. Mais pendant ce temps-là, il y a des voix minoritaires qui sont mises dans le silence. Et pourtant, elles sont là. C'est un choix de les mettre dans le silence. Alors, nous, il se fait que ça a été les enfants et les jeunes, ça aurait pu être d'autres minorités. On n'a pas entendu parler des personnes en maison de repos, etc., etc. Enfin, je veux dire, il y a plein de minorités qui ont été mises dans le silence. Donc pendant ce temps-là, pendant tout ce bruit, voilà ce qui se dit, quoi. Entre-temps, c'est aussi, moi ça j'y tenais beaucoup, le jeu entre comment est-ce qu'on constitue une mémoire. Moi, le sentiment que j'avais et qui n'est pas parti, c'est que les choses n'avaient même pas encore eu lieu, qu'on faisait semblant qu'elles n'allaient pas avoir lieu, ou qu'elles n'avaient pas eu lieu. On était en septembre 2020, des tas de profs ne voulaient absolument pas entendre parler du projet de film parce qu'ils allaient devoir parler du truc dont on en a vraiment marre, c'est bon, c'est fini. Septembre 2020. Un an allait démarrer, les enfants, pendant l'année qui a eu lieu, n'ont pas eu voix au chapitre sur cette question. Donc on avait décidé qu'on en avait marre. On en a marre, ça n'a pas lieu. Et le ça n'a pas lieu, alors qu'on était en plein événement, moi c'est un truc qui m'a terrorisée, mais vraiment terrorisée, où je me suis dit, mais avec quoi ? Avec quelle mémoire? Qu'est-ce qu'on se construit comme mémoire? Comment est-ce qu'on construit notre présent? Qu'est-ce qui a lieu? Qu'est-ce qui n'a pas lieu? Qu'est-ce que je permets à un enfant ou à un adolescent ou à mon environnement tout simplement, hein, de dire ce qui a bien lieu? Enfin, on en est là, une sorte de révisionnisme de l'histoire alors qu'elle n'a pas encore eu, alors que ça n'a pas encore eu lieu, quoi. Quelque chose de cet ordre-là. Et ça m'a percuté et je le vis non-stop depuis sur d'autres événements. Je pense il y a une maladie dans le rapport à la construction du présent et donc de ce qui vient d'avoir lieu, de ce qui a lieu et comment on construit une mémoire. Voilà, ça m'a effrayée. Et ça continue à m'effrayer aujourd'hui. Je ne comprends plus très bien, là je perds pied. Sur d'autres événements récents, je perds pied, je ne comprends pas comment on fait des blackouts, comment on construit le présent sans référence au passé. Enfin, je ne comprends plus. Voilà, donc ça c'est un trauma personnel, mais que je voyais qu'il s'organisait aussi. C'est-à-dire, je voyais que quand on dit on ne veut pas en parler en classe, on est en cours de philo et citoyenneté, qui est le cours le plus opportun pour parler d'actualité, de ce qui se passe, etc. On ne veut pas, parce qu'on en a déjà marre, nous enseignantes, là on se dit, mais qu'est-ce qu'on donne comme droit à la construction du présent, quoi. C'est même pas de la pensée, c'est du présent. Quel présent est possible? C'était pour les Lucioles aussi ou pour Ah oui, pardon, oui, j'étais sur Entre-temps, c'est vrai. Les Lucioles, c'était un peu fait, mais est-ce que tu voudrais qu'on revienne dessus? Oui, je veux bien. Donc, Bastien a repéré la référence à un article de Pasolini, elle l'a évoqué, ça va ça? Voilà, donc ça c'est un peu une arrière-scène, quoi. Le silence des Lucioles, c'était pour jouer sur le silence, c'était vraiment pour jouer sur la notion de bruit assourdissant, de qui parle, qui a voix au chapitre, qui est-ce qu'on entend et qui est-ce qu'on met dans le silence. Donc là, et on devait faire un contraste avec, on met en silence une minorité, mais cette minorité, elle pense. Luciole, la Luciole, elle brille par sa pensée, quoi. Voilà, donc on a joué entre la lumière et le noir, et le bruit et le silence, quoi. Voilà, un truc comme ça. Enfin, plus j'explique, plus je me perds. Donc, non, tu ne fais pas du tout. Non, c'est très juste. Et si je devais reprendre simplement, c'est que si Géraldine avait pris les choses en disant il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, si elle avait pris la position de Pasolini, de dire il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de Luciole, elle aurait utilisé
la métaphore de l'extinction des lucioles, extinction au sens non pas de mort, mais au sens de fermer la lumière. Et elle décide de parler des silences comme si les lucioles, d'une certaine manière, ne s'exprimaient que par le verbe. Et donc ce qu'elle dit, c'est on fait taire les lucioles dans la mesure où on ne les écoute pas ou parce que le monde est surchargé de bruit, mais elles continuent d'une certaine manière à produire de la signification, à produire de la pensée, à produire des paroles, à leur mode de luciole en elles-mêmes, mais c'est des modes auxquels il faut prêter un certain type d'attention, qui n'est pas une attention nécessairement auditive. Mais donc avec une notion quand même de société un peu fasciste, quoi. Ah, c'était l'arrière-fond. Ça, c'était la référence de Federico à laquelle il tenait. Moi, j'ai adhéré à partir du moment où il n'y avait pas cette fatalité, puisque par définition, notre démarche était de montrer que les gens pensent, quoi. Donc, à partir du moment où ils pensent, après, ils pensent avec les outils qu'ils ont, avec le langage qu'ils ont. Il y a des langages hyper différents, mais ils pensent, et donc, ça résiste, quoi, par définition. Dans une société non démocratique. Comment ? Dans une société non démocratique, donc le lien au fascisme quand même. Ah oui, ça, oui. Oui, voilà. Les signes que les enfants relèvent. Hein. J'ai peur maintenant quand ils sont en visio là, et qu'ils s'effondrent tous les uns après les autres. Je crois qu'on est en train d'arriver dans un état policier. Je crois que je ne sais pas si les choses vont... Qu'est-ce qui va se passer et toute une série ont découvert, l'effet loupe, à travers les contrôles permanents, contrôle de classe évidemment ou de race, ont découvert que la police avait du pouvoir. Et il y a un moment, il y en a qui le relèvent en disant ils n'ont jamais eu autant de pouvoir. Alors, je ne sais pas s'ils n'en ont jamais eu autant, mais il était très visible en tout cas. Oui. Voilà. Moi, je ne sais... Ouais. Et maintenant, ça a eu lieu quand, ce film? Il y a 2 ans? 4 ans. Hein. Attends, oui. Donc, on commence à tourner en début septembre 2020 jusqu'à mars 2021. Et on est en septembre 2020, donc il y a 4 ans qu'on a tourné. Ouais. Tu veux continuer? Ouais, je veux bien. Je parlerai après, alors vas-y. Non, vas-y, c'est pas... Je vais partir sur un autre sujet. Hein. Je te suis. Tu disais toi-même que tu continues d'être sidéré et un peu... On va rester sur sidéré. Par d'autres événements où tu as l'impression qu'on ne gère pas bien, quoi. Et en fait, je me disais, il y a plein d'angoisses chez ces enfants, il y a plein d'angoisses sur le futur, et je me disais, en fait, qu'est-ce qui se passerait si on allait les réinterroger aujourd'hui? Parce que quand on voit les enfants, il y a plein de sources d'angoisse. Il y a l'environnement, il y a les différentes guerres. Il n'y avait pas de guerre à l'époque. Hein. Donc, quand le gamin a dit... Ouais. Il y en a toujours une quelque part. Hein, oui, mais non, mais là, il dit lui-même, bon, les guerres, hein, on sera tous morts, le Covid, les guerres, bon, pas maintenant, hein, parce que là, effectivement, on n'en a pas une à se mettre sous la dent. Et puis, c'est devenu d'actualité malgré lui, en fait, ça, c'est assez génial. Pardon. Enfin, je pense qu'il y a des propos qu'ils ont, que si on va les réinterroger aujourd'hui, ils pourront les réavoir. Ce gamin, par exemple, qui nous dit, le futur, en fait, c'est un monde mort, peut-être il pourrait redire ça aujourd'hui, en fait. Ouais. Donc, c'est cette réflexion où je me dis que, ok, le Covid, il n'y a plus pour l'instant, mais les sources d'angoisse, il y en a plein. Et pour ces enfants et ces ados, c'est une pression énorme qui reste aujourd'hui. Oui, complètement. Et c'est même à fond ce que je voulais dire que j'arrivais pas. Génial. Merci beaucoup. Parce que moi, j'ai noté une amnésie du présent. Oui, c'est ça. C'est ça. Un phénomène assez fou, et ça rejoint ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je ne sais. Moi, pour me sauver, je construis des archives. Ça a bien eu lieu. Tu vois? J'en suis là. J'ai besoin d'archives. Vous n'allez pas m'éliminer ça de mon histoire. Ça a bien eu lieu. C'est presque... Oui, c'est ça. Parce qu'un génocide, je vais loin peut-être, hein. Un génocide, c'est ça, c'est faire oublier l'histoire jusqu'à sa racine. Tout à fait. C'est la grande mode depuis un certain temps. Des choses qui surgissent sans histoire. Tiens.
Ça, c'est bizarre. Donc c'est comme si le Covid était sans histoire. Voilà. C'est ça que D'ailleurs, tu ça n'a ressens. même pas eu lieu. Incroyable. Ben, on s'interroge sur notre rapport à la construction de la mémoire. Évidemment pas la réponse, pas tous les problèmes. Mais peut-être une des manières de faire exister un présent, c'est de le vivre en groupe. Parce que Ah oui. ici, on nous a obligés à vivre individuellement en ce moment, quoi. Tout à fait, et créer de la mémoire collective. Et c'est vraiment un effet, on en parlait avec Vincent tantôt, du film. Ça, c'est bizarre. On s'est rendu compte que la mise en place du film avait permis à cette discussion d'avoir lieu et donc, quelque part, un collectif pour chaque classe. Parce que finalement, il n'y a pas eu de collectif global. C'était mon rêve, mais voilà. Mais en fait, ça leur a permis, en parlant, de se créer une mémoire collective dans les groupes. Ça, oui, tout à fait. Voilà. Je sais pas si comment c'est réceptionné aujourd'hui. En fait, je suis trop proche du film. Si ça paraît tout à fait lointain ou. Moi, ça me remet dans la tristesse. Alors, j'ai pas vu 2 fois, c'est peut-être ça, mais ça me remet dans la tristesse et dans l'angoisse. Il faudrait que je le revoie, mais ça me. Je trouve ça horrible. Ouais. Comment aussi ils ont appris à rester, à ne pas se voir, à ne pas se toucher. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les jeunes qui ont 15 ans, 20 ans, là maintenant, ils se parlent à travers des écrans, quoi. Ils ont vraiment perdu le contact physique et le fait de se voir, justement. Peut-être que nous, on est une génération, on aime bien, je sais pas, traîner dans les bars, se voir. Après, le virtuel était là, et ça a été l'occasion à Mac de numériser tout ce qu'on pouvait numériser. Oui, ça me rend dingue. Et puis quand on dit que là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est digitaliser. Incroyable. Et il faut aller plus loin dans la digitalisation. C'est comme ça que les machines sont rentrées à fond la caisse dans les écoles. Hein. Et avec les pathologies qui vont avec aussi, tous les problèmes qu'il y a. C'est vrai que dans les écoles, en ce moment, les enfants, vraiment, les ados ont beaucoup de troubles, quoi. À tout niveau, des troubles psychiatriques, psychologiques, c'est vraiment super dur à gérer. Et ça, depuis le Covid, ça a explosé, quoi. Et le lien n'est jamais fait, évidemment. On ne peut pas faire le lien puisque ça n'a pas existé, donc n'en parlons pas, quoi. Mais il y a des traces incroyables. Du coup, moi, Jarline, c'est pour revenir du coup sur ta question sur la réception. Moi, je dirais pas que c'était de la tristesse. En fait, je regardais, je trouvais ça très chouette. Et puis, vers la fin du film, je me suis dit, mais merde, en fait, moi aussi, j'ai eu ça, en fait. Et il y a eu en fait un côté très, moi je me suis rendu compte du côté très irréel en fait que j'avais et c'est pour ça que je trouve que ça marque bien l'objectif que tu avais, enfin que vous aviez en tout cas, parce que ça m'a vraiment rendu compte que en fait oui, moi j'ai fait mes séminaires en visio, j'ai eu toutes ces réflexions là, j'ai discuté de tout ça, mais ça m'est totalement sorti de la tête. Ah oui. En fait c'est comme si ça n'existait plus et en revoyant le film je me suis rendu compte à la fin qu'en fait je les ai eues en fait ces réflexions là, je les en avais discuté, j'ai vécu ces dispositifs là, mais c'était comme s'ils n'avaient pas existé. Et c'est ça que je trouve très très chouette, surtout qu'avec un temps plus ou moins long, c'est quand même 4 ans, enfin du coup 3 ans avant que ce soit vraiment clôturé. Et c'est vraiment du coup très chouette de pas du coup regarder ça à chaud, mais vraiment à froid. Quand il y a des choses qui se sont passées, quand la vie a tourné, et de se rendre compte, mais en fait tous ces dispositifs-là, je les ai vécus, et pourtant j'en ai plus aucun souvenir presque. Et vous revoir ça et de se dire, mais non, tu les as vécus, tu as vécu ça, toutes ces violences que tu as reçues, etc., tous ces questionnements que tu as eus, bah en fait, ils sont toujours là, quoi. C'est juste qu'ils sont genre ailleurs, mais ailleurs qui est nulle part, quoi. Donc c'était, je trouve, du coup, l'objectif. Quelque chose d'intéressant, hein, c'est que cette amnésie dont tu parles, elle n'est pas seulement politique, elle est aussi, je pense, là, c'est quasiment existentiel. Parce que c'est vrai que moi, j'ai très peu de souvenirs aussi de... Et on peut se poser la question de savoir de qu'est-ce qui provoque cette amnésie. Bon, le fait, évidemment, que plus personne n'avait envie d'en parler après. Moi, je finis par me demander, mais là, je vais y aller en marchant sur des œufs. Mais c'est purement personnel. Donc, si vous me dites que voilà, ce sera personnel, donc je ne parle pas au nom de tout le monde. Moi, j'ai eu aussi des sentiments de honte. Cette amnésie, elle est facilitée par des sentiments de honte. On a quand même laissé faire tout ça, quoi. On s'est accommodé. Voilà, moi, de la honte, c'est pas vraiment de la honte, quoi, mais je suis quand même un peu gênée.
je me suis accommodée de la situation. J'ai essayé de tirer mon épingle du jeu, de me dire, finalement, c'est l'occasion de rester un peu chez moi, etc. Bon, la bonne petite bobo, quoi. Je vais l'écouter les merles, enfin bref, bon, j'exagère, là, je caricature un peu, mais c'est presque ça, quoi. Et je me dis, il y a ça, peut-être que, comme quand on subit des choses dont on n'est pas très fier de les avoir acceptées, alors qu'on avait le sentiment que peut-être on aurait pu faire quelque chose, mais on s'en est accommodé par paresse, par peur, par confort, etc. Peut-être qu'on a tendance aussi à oublier ça, et à mettre la poussière sous le tapis. Ça, c'est possible aussi. Le fait aussi, alors peut-être qu'il y a autre chose là qui ne sera pas mon problème personnel, mais qui est un lien que je fais avec ce qu'avait écrit un historien, donc maintenant j'ai oublié le nom, mais je pourrais le retrouver, qui avait écrit un très très bel article en comparant les premiers moments du Covid avec la déclaration de la guerre 14-18. Et pourquoi est-ce qu'il faisait cette comparaison qui était quand même très intéressante, parce que ça a duré longtemps, c'est qu'en fait le temps a été suspendu. Et pourquoi est-ce que le temps a été suspendu? Parce que tous les jours on se disait ça ne va pas durer. Et donc il comparait avec la guerre 14-18 où les gens au début ne savaient pas quoi faire parce que tout le monde disait non mais ça ne va pas durer, on va les vaincre tout de suite ou bien ils vont s'en aller, mais voilà. Et donc ils sont passés du petit provisoire à petit provisoire. Et en fait c'est une suspension du temps, ça. Le temps ne passe plus puisqu'on est tout le temps le lendemain dans un présent, il n'y a plus de passé. Parce que je préfère pas trop y penser, et il n'y a pas de futur non plus. Et je me demande comment se joue sur la mémoire un présent permanent. Qu'est-ce que ça fabrique? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça abîme comme type de mémoire? Qu'est-ce que ça empêche? Qu'est-ce que ça anesthésie comme type de mémoire? Un présent permanent. Tout à fait, un éternel présent. Le jour de la marmotte. Non, c'est pas ça. Un jour sans fin. Ah oui, c'est ça. Le jour de la marmotte. Je ne sais pas quels sont les rouages qui ont produit ce genre de choses, mais ça m'intéresserait de le savoir. Il y a aussi le truc du visio, quoi, qui fait qu'on a quand même... Moi, je me rappelle plus combien de temps j'ai passé devant mon ordi à communiquer avec des gens, mais je me rappelle que je me rappelle plus ce qui se passait. Parce qu'en fait, il n'y avait pas l'odeur, il n'y avait pas le toucher. Peut-être que les corps sont des... Donc, on était tout le temps devant notre ordi. Et que du coup, en fait, on passait d'une vidéo à des informations, à des rencontres avec des gens. En fait, tout ce temps-là, en tout cas avec les élèves, quand on faisait des vidéos, eux, ils ne se rappelaient plus de rien, de ce qui s'était passé dans les vidéos. Et après, quelques fois, en fait, on a abandonné, parce que ça ne servait à rien. Ils avaient tout oublié, parce qu'ils passaient leur temps devant leur ordi, quoi. Mais en fait, moi aussi. Et c'est après, en constatant qu'eux, ils oubliaient, que je me suis rendu compte que moi aussi, j'oubliais complètement ce qui se passait. Et donc, il y aurait une mémoire qui serait vraiment incorporée et qui serait, je veux dire, dissoudre le corps serait une façon, en effet. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est parallèle et qui peut peut-être être mis en connexion. J'ai dû renoncer, moi, à lire les livres sur les tablettes électroniques parce que je ne savais pas que je les avais lus. Et donc, il m'arrivait de les racheter. Et donc j'ai remarqué en fait que la matérialité du livre me permettait de retenir, notamment parce que le fait de le revoir, d'avoir la page qui s'ouvre, donc de revoir le titre, de revoir l'auteur, parfois de revenir en arrière parce que je l'ai laissé tomber pendant 3 jours et je me demande mais c'est qui ce personnage, un peu comme dans les romans russes. Attends, d'où est-ce qu'il sort encore celui-là? Est-ce que j'ai déjà entendu parler de lui? Et donc on peut revenir en arrière alors que sur une tablette c'est vraiment très compliqué. Et de tenir le livre, de le sentir et tout. En fait, il y a des processus de mémoire qui ne se mettent pas en place avec les tablettes électroniques. Et je me demande si, en effet, les rapports qu'on a sur le mode visio sont des rapports qui s'effacent parce qu'il n'y a pas de corps. La musique, c'est la même chose. Vous vouliez poser une question. Un CD, un 33 tours, on l'ouvre. Pardon, attendez. Oui. Pardon Bruno. J'ai court-circuité, j'ai pas... Allez-y. Je voulais rebondir sur comment ça avait été reçu et rebondir sur ce que tu avais dit plus tôt. Parce que je l'ai vécu, j'avais 19 ans, donc je pouvais vraiment me lier à ce qui était dit durant la crise du Covid. Et c'est vrai que le quotidien, c'est un truc qui est passé, mais je trouve que ce film fait vraiment ressortir des fois l'affect. Un peu cette expérience incarnée où plusieurs fois j'ai les larmes aux yeux qui remontent et pourtant j'en ris, je me suis demandé ok, en fait est-ce que c'est indécent de rire à ce moment ou pas? C'est aussi quelque chose qui m'a traversée durant la projection et mais ouais c'est comme si ça avait quand même marqué nos corps, en tout cas que dans le quotidien c'est pas un truc qui me marque la vie à repris et tout, mais
je remarque que ça a marqué une existence incarnée ou une fatigue, une manière de communiquer, une manière d'interagir et de percevoir un peu l'urgence de certains enjeux sociétaux, etc. Et donc, en tout cas, je trouve que ce film, en tout cas, me fait ressentir cette expérience dans mon corps qu'on peut oublier au quotidien. Je trouve que ça a toute son importance. Je pense qu'il aurait aussi toute son importance à être revu dans les écoles maintenant. Parce que moi, je me souviens d'avoir interpellé la direction de l'école de mon fils en disant « Mais comment est-ce qu'on peut retourner et faire comme si c'était rien passé ?» Et donc, je veux dire, vous voyez par quoi ils sont passés, toute la fracture qu'il y a eu, et puis on redémarre et on remet la machine en route. Donc je trouve que c'est intéressant peut-être de remettre un coup d'accélérateur sur la diffusion de ce genre de films vers les enseignants, vers les écoles, parce que c'est quelque chose qui a été vécu et que le traumatisme, c'est une manière de revenir dessus et puis d'en reparler. Je pense que ça peut... Mais c'est tout à fait juste. Après, moi, on a fait des scolaires, notamment avec des secondaires et du supérieur. Pour les étudiants, il y a vraiment des réceptions très différentes. Ce qui m'inquiète plus, c'est la réception des profs. C'est que faire la démarche de venir voir le film, c'est certains qui le font et d'autres qui n'en veulent pas. Et jusqu'à des directions qui, par la force des choses, ont vu ce film, parce que coincés institutionnellement, et qui ne savent strictement rien en faire. Qui ne se disent pas « Oh, tiens, si on faisait une petite réunion, c'est vrai que c'est un peu tard, on est quelques années après, mais si on s'arrêtait, qu'on réfléchissait à ce qu'on a fait et ce qui pourrait se reproduire pour 30 raisons, notamment l'enseignement en ligne, indispensable, évidemment. Rien. Donc à un moment, je ne sais pas, en fait, je ne sais plus. L'idéologie de la numérisation, et ce n'est pas que de l'idéologie, c'est-à-dire l'entrée très concrète du numérique, Apple et d'autres, dans les écoles, c'est fait. C'est fait. Donc en haute école qui forme des futurs enseignants, ça ne se discute même plus. Ça n'est plus discutable, c'est très grossier si tu en discutes. Et donc des rentrées académiques autour du numérique, comment faire encore mieux ? Même si les étudiants n'en veulent pas. Ah non, mais... Enlevons les cours de philo en formation des enseignants, d'épistémologie, d'histoire des religions, et mettons de la technopédagogie. C'est ce qui vient de se passer. Pour éviter la fracture numérique. C'est ça. Donc on vient d'enlever, réforme de la formation initiale des enseignants, on a liquidé les 3 pelés cours d'épistémologie, à 3 à la philo, à 3 à l'histoire des religions, et on met de la technopédagogie. Voilà. C'est du lourd, quoi. Pas trop, non. Visiblement. Donc ça se traduit concrètement, c'est pas seulement de l'idéologie. Très concrètement, c'est grave, quoi. Enfin, moi, je le vis au quotidien, donc c'est un choix de société. Un choix de société, c'est fait, n'est pas discuté, n'est pas discutable, n'est pas dit. C'est là, voilà, c'est très, très inquiétant. Sauvons le cercle. Action Cercle! Pour contribuer au rachat du cercle, faites un don sur notre compte à projet à la Fondation Roi Baudouin. Un don de plus de 40 € vous donne droit à une réduction d'impôt jusqu'à 45% du montant versé. Plus d'infos sur www.cercledulaveu.be.